Dimanche 24 août 1986, Cameroun, à environ 450 km au nord de Yaoundé. Il est 9 h. On nous a appelés pour attendre les villages aux alentours du lac Nyos. On dit qu'il y a eu un grand bruit près du lac, qu'un grand nuage blanc aurait franchi le sommet du volcan sur lequel est situé le lac. Depuis 3 jours, lendemain de la détonation, nous n'avons plus de nouvelles des habitants des villages. Nous arrivons enfin à Cha, l'un des villages situés près de Nyos. C'est calme, beaucoup trop calme. Pas un chant d'oiseau, pas un aboiement de chien, pas un bruit de pas humain. Le silence est glaçant. On pénètre une première maison, les habitants semblent comme endormis. Puis une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est toujours la même scène. Les habitants sont inertes, impossibles à réveiller. Le mal semble ne pas avoir frappé que les humains. Le bétail aussi est au sol, totalement immobile. Finalement, on a retrouvé les 70 habitants. Ils sont tous morts. C'est comme si dans le village le temps s'était arrêté. Un village entier rayé de la carte. À Souboum, Joseph Nkwyn, un fermier local, nous dit: Je ne pouvais plus parler, je commençais à m'évanouir. Je ne pouvais pas ouvrir ma bouche parce que je sentais que quelque chose de terrible m'arriverait. J'ai entendu ma fille ronfler d'une horrible façon, très anormale. Comme je suis approché du lit de ma fille, j'ai fini par m'évanouir, chutant au sol. Je suis resté là jusqu'à 9 h le lendemain matin, jusqu'à ce que j'entende l'un de mes amis frapper à la porte. Je fus surpris de voir que mon pantalon était devenu rouge et couvert de taches, comme du miel. Mes bras étaient couverts de blessures, mais je ne savais pas d'où elles venaient. J'ai ouvert la porte, je voulais parler, mais j'en étais incapable. Ma fille était déjà morte. Je me suis approché d'elle pensant qu'elle dormait. Je me suis endormi à ses côtés jusqu'à 16 h 30. Puis après m'être réveillé, j'ai voulu chercher de l'aide chez mes voisins. Eux aussi étaient morts. Je me suis décidé à rejoindre ma famille au village de Woum à moto. En traversant Nyos, je n'ai vu aucun signe de vie. J'étais incapable de marcher et de parler. Mon corps était beaucoup trop faible. Bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Fin de la transmission. Vous l'aurez compris, dans ce deuxième épisode de Disastory, je vous propose de parler de la catastrophe du lac de Nyos. Pour commencer, je vais vous décrire un petit peu le lac. Le lac Nyos, situé au Cameroun, s'appelle en fait le lac Louis. Nyos, c'est le nom d'un village voisin qui est situé à quelques kilomètres. Le lac est de forme elliptique, son diamètre maximum est de 1800 mètres et il est assez profond. Sa profondeur maximale ne va pas au-delà de 208 mètres car son niveau est contrôlé par un déversoir naturel au nord. Ce lac est ce que l'on appelle un mahar. Un mahar, c'est une dépression d'origine volcanique de forme quasi circulaire, entourée par un anneau de débris appelé les lèvres du cratère. Celui-ci résulte de la rencontre entre le magma et l'eau. Lorsque les deux éléments se rencontrent sous terre, l'eau est vaporisée quasi instantanément. Son volume augmente, sa pression aussi, ce qui déclenche une explosion. On parle alors d'éruption phréato-magmatique. En surface, les débris issus de l'explosion, les éjectats, sont alors projetés violemment dans les airs et finissent par retomber autour et dans le fond du cratère. Cet entassement de sédiments permet en partie l'imperméabilisation du fond du cratère. C'est pourquoi les eaux de pluie peuvent alors s'y déposer tranquillement et c'est pourquoi les mahars sont souvent occupés par des lacs. La datation de l'explosion phréato-magmatique qui aurait formé le mahar de Nyos est encore soumise à discussion. Si les dernières estimations par thermoluminescence en 2017 dateraient la formation du mahar à 12 300 ans, les précédentes estimations, au carbone 14, font plutôt état de 400 ans. En revanche, ce que l'on sait avec certitude, c'est que le mahar se situe dans une zone volcanique, le champ volcanique d'Oku. Le massif d'Oku est situé sur le plateau nord-ouest du Cameroun, au sud de la cordillère volcanique camerounaise. Cette ligne s'étend elle-même des monts Mandara au nord-est, jusqu'aux îles du golfe de Guinée au sud-ouest, soit une longueur de 1600 km. Le seul volcan encore actif de cette ligne, c'est le mont Cameroun, au sud. Le massif d'Oku est principalement composé de ce qu'on appelle des stratovolcans. Ce sont des sommets qui se sont formés par des coulées successives de lave lors d'éruptions.
Ces coulées sont datées de 24,9 à 22,1 millions d'années, mais une activité plus récente pourrait avoir eu lieu dans la région. Toutefois, ces activités restent tout de même très discrètes puisque aucune n'a été recensée du temps de l'homme. Enfin aucune, ça c'était ce qu'on croyait. Nous sommes le 15 août 1984 à 110 km au sud du lac de Nyos. Le lac Monoun est un autre lac volcanique profond de 96 mètres. Ce matin du 15 août, 37 personnes et une centaine d'animaux sont retrouvés morts après qu'un mal mystérieux ait frappé le village de Nindun. Dans la nuit, un bruit sourd aurait été entendu et une odeur désagréable aurait été ressentie. À 4 h du matin, un camion de commerçants contenant 12 personnes se rend au marché de Kwaptamu. Alors qu'il passe non loin du lac, le moteur s'arrête. Le camion s'immobilise immédiatement. Lorsque les passagers du camion sortent à l'extérieur pour voir ce qui se passe, ils s'effondrent instantanément. Un seul d'entre eux se relèvera. Lorsqu'au matin les gens se rendent autour du lac, ils constatent que celui-ci a changé de couleur et que la végétation autour du lac semble avoir été couchée par une vague. Les populations des villages alentours cèdent alors à la panique. Personne ne comprend ce qui s'est passé, les scientifiques sont dépassés par le phénomène et mettent du temps à émettre leurs premières hypothèses. Le climat est propice à la rumeur et forcément le folklore local reprend le dessus. Certains mythes camerounais, des mythes camerounais anciens, représentent les lacs comme des lieux dans lesquels vivent les esprits des morts ainsi que des créatures maléfiques comme des fées par exemple. Ceux-ci sont alors immédiatement pointés du doigt. Et si l'incident de Monoun n'était finalement qu'un avertissement de ce qui allait arriver à Nyos 2 ans plus tard? Ce matin du 24 août 1986 à Nyos, la même scène d'horreur qu'à Monoun se répète. Cette fois, le phénomène a pris une ampleur totalement démesurée. C'est près de 1700 personnes et 3500 animaux qui sont retrouvés morts dans différents villages autour du lac. Dans la vallée derrière le lac, rien n'a survécu, si ce n'est la végétation. Les esprits du lac se seraient-ils déchaînés encore une fois? Rien n'est moins sûr. Logiquement, les scientifiques ne privilégient pas la piste de la superstition. Ils notent surtout que les deux événements ont présenté d'étranges similarités. À commencer par l'absence totale de traces de blessures sur les victimes. Alors bien sûr, il y a eu quelques morts qui présentaient des marques de blessures, mais on suppose que les blessures sont pour la plupart post-mortem, c'est-à-dire qu'elles n'ont eu lieu qu'après la mort, alors que les personnes étaient en train d'utiliser un outil par exemple, ou une machine. De plus, dans les deux cas, les rescapés témoignent avoir ressenti des effets étranges, comme une sensation d'étourdissement, des vertiges ou une paralysie partielle. Pour les scientifiques, il ne fait absolument aucun doute. Un gaz est à l'origine de cette catastrophe. Le coupable est vite identifié, le dioxyde de carbone, connu aussi sous le nom de CO2 ou encore de gaz carbonique. Celui-ci se serait échappé du lac sous la forme d'un nuage. Étant plus lourd que l'air, il est resté au sol et y a chassé l'oxygène, ce qui explique que certains villages situés plus en hauteur semblent avoir échappé à la catastrophe. Les habitants sont donc morts d'asphyxie. Émergent alors deux grandes hypothèses. La première, l'hypothèse volcanique, est soutenue par Haroun Tazieff lui-même. Lors de son expédition à la fin de l'année 1986, il rassemble plusieurs éléments qui lui permettent de conclure à une nouvelle éruption phréato-magmatique. Cette éruption aurait dégagé un nuage de vapeur brûlant chargé en CO2. La seconde hypothèse, l'hypothèse limnologique, incrimine le lac lui-même. Des quantités de CO2 phénoménales se seraient accumulées pendant des années au fond du lac. Le CO2 étant plus lourd que l'eau, celui-ci peut stagner sous la pression des eaux de surface. Aujourd'hui, c'est cette hypothèse qui est privilégiée pour expliquer la catastrophe. On estime que le lac Nyos aurait stocké en son sein quasiment 1 km3 de gaz carbonique. Mais cela dit, une question devrait quand même vous brûler les lèvres. Si des tonnes de CO2 se sont accumulées pendant des années, voire des centaines d'années sans jamais sortir du lac, pourquoi se sont-elles échappées du jour au lendemain en à peine une nuit? Les catastrophes de Nyos et de Monoun ont mis en lumière un nouveau type de risque naturel jusqu'alors inconnu. Les éruptions limniques. Ces lacs ne sont pas les seuls lacs volcaniques au monde, il en existe d'ailleurs un peu partout, même en France, on en a quelques-uns en Auvergne, comme le lac Pavin par exemple. Et pourtant, les lacs susceptibles de provoquer des éruptions limniques, comme le lac de Nyos ou le lac Monoun, se comptent sur les doigts d'une main. Ils sont d'ailleurs tous situés en Afrique, et c'est pas un hasard. Alors, pour commencer, on rappelle que les conditions nécessaires à la survenue d'une éruption limnique sont la présence d'un lac au-dessus d'une poche magmatique, relâchant des gaz. Le lac doit tout d'abord être suffisamment profond pour pouvoir stocker de grandes quantités de gaz. Mais tous les lacs volcaniques profonds ne provoquent pas d'éruption limnique. En revanche, la plupart des lacs arrivent à relâcher leur gaz de manière naturelle. Mais comment font-ils? Alors dans les zones tempérées,
la pluie et le vent favorisent le brassage de l'eau. L'eau chargée en CO2 dans le fond arrive alors à la surface. Le lac n'a donc pas le temps d'accumuler des quantités de CO2 suffisantes pour causer un drame. Dans les pays équatoriaux, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Le manque de la pluie et du vent défavorise le brassage des eaux. Ce type de lac, dont les eaux se mélangent peu, c'est ce que l'on appelle des lacs méromictiques. Il y en aurait à peu près une vingtaine dans le monde. Pour que le dioxyde de carbone remonte à la surface, il a donc fallu soit que l'eau du lac soit saturée en dioxyde de carbone, alors le lac n'est plus en capacité de conserver la masse de CO2, soit qu'un événement exceptionnel se produise. Pour répondre à cette question, laissez-moi vous rappeler un truc. Dans la nuit, un bruit sourd aurait été entendu, oui, c'est bien cette détonation qui serait à l'origine de tout. Aujourd'hui, on est pratiquement sûr qu'un glissement de terrain dans le lac a favorisé l'expulsion subite des gaz. Une fois la machine enclenchée, on ne peut plus l'arrêter. Les gaz se libèrent en grande quantité avec une telle violence que les eaux se mettent à s'agiter et à tel point que des vagues déferlent sur les rives, couchant la végétation qui s'y trouve. Un nuage blanc s'échappe alors, rasant le sol et annihilant toute forme de vie animale sur son passage. Seule la végétation survit, capable de photosynthèse. Si cette explication est très convaincante, elle n'est pas rassurante pour autant. On comprend vite que le phénomène pourrait facilement se reproduire, et on se demande alors, comment pourrait-on éviter un nouveau drame ? Pour éviter qu'un tel drame se reproduise et mette à nouveau en péril la population, les chercheurs se sont penchés sur la question. Comment permettre au lac de dégazer progressivement plutôt que d'un seul coup ? La réponse, siphonner le fond du lac, de manière artificielle. Pour cela, une équipe de chercheurs, menée par le professeur français Michel Alboix, a mené un essai expérimental au lac Monoun, à l'aide d'un tuyau d'une longueur de 90 mètres. Une pompe amorce la remontée des eaux, qui s'évacue via le tuyau, jusqu'à ce qu'à un moment, le dégazage finisse par s'auto-entretenir lui-même. Cet essai avait simplement pour but de montrer la faisabilité du projet. Mais les choses sérieuses ont commencé en 1995, alors que l'équipe se rend à Nios dans le but de dégazer le lac, qui, je le rappelle, est 3 fois plus profond que le lac Monoun. Oh, c'est extraordinaire. Ouais, ça c'est extraordinaire. Ça alors c'est Ça c'est... Ah putain. Là alors vraiment ça arrive pile poil, hein. Tu te rends compte? Au moment où on se barre, à 5 minutes près, on déconnecte l'électronique et tout, le jet qui part, et puis un jet de Genève, hein. Bravo. Après le succès de l'opération en 1995, le dégazage commence officiellement en 2001. 2 nouveaux tuyaux sont installés en 2011 pour assurer un dégazage plus rapide. Ces 3 tuyaux, c'est ce que l'on appelle les orgues de Nios. Au lac Monoun, le dégazage a commencé en février 2003. Le jet propulsé par le dégazage a atteint les 8 mètres de hauteur. Mais malheureusement, il semble que le rythme auquel le lac est dégazé n'est pas suffisant pour éviter à nouveau la catastrophe. Quand le lac Nios est entré en éruption en 1986, 4500 personnes ont été évacuées. Après la catastrophe, elles ont été relogées dans 7 camps à l'écart du lac. Alors on pourrait se dire, maintenant que le dégazage du lac semble en bonne voie, voire terminé, pourquoi ne pas faire revenir les habitants dans leur village ? Et bien en effet, depuis quelques années, les anciennes victimes et leurs familles retrouvent peu à peu leur village. Cependant, le retour à la normale fut un peu compliqué. En 30 ans, les familles se sont considérablement agrandies, et il fut alors compliqué de redistribuer des terres à une population qui a triplé. L'autre problème, c'est que pendant toutes ces années, des personnes venant d'autres régions se sont installées en se faisant passer pour des victimes dans le but d'accaparer les terres. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle en 2020, il semble que le retour à la normale soit bien enclenché. Des millions de francs CFA ont été investis par le Cameroun et l'Union européenne, notamment pour remettre sur pied des infrastructures plus sûres et plus fiables. Le déversoir naturel, qui, un temps menacé de s'effondrer, a été renforcé. La rupture de ce barrage naturel aurait à coup sûr entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes dans les vallées en contrebas. Mais si aujourd'hui les risques d'éruption limnique et d'inondation liés à la rupture du barrage semblent écartés, il est sûr que cet événement restera à jamais gravé dans la mémoire des Camerounais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez en description tous les liens vers les sources qui m'ont servi à l'écriture de la vidéo, ainsi qu'éventuellement des liens vers Amazon pour pouvoir vous procurer les livres dans lesquels j'ai trouvé mes informations. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite fortement à vous abonner, j'essaye de sortir à peu près une vidéo par semaine. Vous pouvez aussi la liker ou la commenter, je pense que vous connaissez la chanson maintenant. Et puis il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle Disastory. Salut!